Vers une sortie de crise à la Brakina, le président du groupe Castel, propriétaire de la Sodibo Brakina, a confié au président du Faso qu'un accord a été trouvé avec les travailleurs. La grève des transporteurs paralyse les stations-service dont la plupart sont à court de carburant. Le directeur général de la Sonabi sera notre invité pour les réponses à certaines préoccupations. Et puis le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples appelle les autorités de la transition à poursuivre les responsables des morts enregistrés lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au Burkina Faso. Le MBDHP a rencontré les hommes de médias sur la question. C'est le menu de ce journal. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision du Burkina. L'impact de la grève à la Brakina sur les maquis et restaurants est bien palpable. La plupart de ces commerces fonctionnent au ralenti et d'autres ont simplement stoppé momentanément leurs activités. Il y a encore quelques heures, on assistait à une flambée des prix des boissons. Voici le constat de Sié Sylvestre Da. C'est avec la voix de Jacques Lamissa Tarpaga. La grève à la Brakina Sodibo n'est pas sans conséquence sur la bonne marche des activités dans les maquis bars et restaurants. À Dapoya et dans la plupart des quartiers de Ouagadougou, beaucoup de ces commerces tournent au ralenti ou sont à l'arrêt. Actuellement, on n'a même plus de Brakina au pays. Les gens sont en train de vouloir faire amener la boisson ghanéenne. Bon, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, c'est selon quand même, on dit qu'il y a une grève à la Sodibo. Mais on espère quand même que ça va se régler assez tôt. Au dit des propriétaires et des consommateurs, cela fait une semaine que la situation dure. Du jamais vu, diront certains. Beaucoup vont dire que ce n'est pas important, ce n'est pas indispensable, certes. Mais l'État doit comprendre aussi que donner le monopole à un individu sous-entend tout. S'il y avait aussi un qui était monopolisé uniquement sur les denrées alimentaires, et à rupture comme cela, les populations deviennent quoi? Il n'y a pas que les propriétaires des maquis et les consommateurs qui se plaignent du manque de boissons dont la Sodibo Brakina a le monopole. Les travailleurs de ces commerces craignent pour leur emploi. Serveurs, serveuses et gérants confient aussi que les pourboires se font rares. On n'a pas de boisson pour vendre, nous les serveurs, ça ne nous arrange pas parce que c'est de ça on vit. Dieu n'a qu'à toucher le cœur de chacun, il va s'asseoir, il va se comprendre. Et on va travailler. Sans le travail, on ne peut pas manger. Et le pays aussi en retard. Les maquis qui ont des stocks se frottent les mains. La pénurie a entraîné une flambée des prix. Les prix, ces 2 jours-là, c'était entre 800 et puis 1000 francs. La Brakina à 800, la Castel à 1000 francs. Actuellement, il n'y en a plus. Même les petites Beaufort qu'on vendait d'habitude à 500, 600, nous sommes actuellement à 800 francs, la petite Beaufort. Dans les maquis, bars et restaurants, le vœu le plus partagé en ce moment est la fin au plus vite de la crise à la Brakina. Et le grand patron du groupe Castel, propriétaire de Sodibo Brakina, Pierre Castel, est au Burkina pour trouver solution à la crise. Pierre Castel a confié au président du Faso qu'un accord a été trouvé avec les travailleurs et que la grève a pris fin aujourd'hui. L'audience a eu lieu en début de soirée. Sié Sylvestre Da, Jacques Lamissa Tarpaga. Le président du groupe Castel, propriétaire de la société Sodibo Brakina, dit être au Burkina, à la demande du président du Faso pour contribuer à résoudre la crise dans les brasseries du Burkina. Ce 31 mars, il est venu annoncer à Michel Kafando la fin de la crise. Un conclave qu'il a instauré entre lui et les travailleurs uniquement a abouti à un accord. Nous sommes arrivés à un accord. J'ai bien fait comprendre à ces messieurs que ce qui me demandait était impossible, je ne pouvais accepter. Mais par contre, j'ai accepté quelque chose qui est raisonnable. Donc nous avons trouvé un accord et signé de toutes les parts. Et je pense que le problème est réglé. Les implications de cet accord, on leur fait une augmentation de 15%. Je leur donne une petite enveloppe de reprise de travail. Et puis, on revient aux accords qu'il y avait avant, qui nous avaient demandé de changer. Et après, on m'a parlé des heures supplémentaires. Je dis des heures supplémentaires, on fera qui voudra. Si vous ne voulez pas faire d'heures supplémentaires, n'en faites pas. On mettra une autre équipe pour lui et place. Alors là, après, ils m'ont dit, ah non, mais on veut faire des heures supplémentaires. Alors je leur dis, réclamez pas quelque chose que vous voulez. Pierre Castel salue la bonne ambiance dans laquelle se sont déroulées les négociations. Il invite cependant les travailleurs de la Sodibo Brakina à être dorénavant réalistes dans leurs revendications. Dans le cas où il n'y aurait pas eu de solution, on n'aurait pas trouvé une solution, j'ai bien prévenu le personnel qu'automatiquement je licenciais tout le monde et on fermait l'usine. Et c'est quand même très grave. Vous voyez, après, et il est évident que je voulais éviter d'en arriver là. Et ça leur a fait peur un peu, parce qu'ils se sont dit, si jamais on est licencié, après, sans compter que, vous devez le savoir,
les salaires, les avantages donnés à Burkina Faso ne sont pas les plus basses. Hein. Avec cet accord, les activités de la Burkina reprendront incessamment, à commencer par l'écoulement des stocks. Les usines devront en outre tourner à plein régime, question de satisfaire au plus vite la demande. Et d'une crise à une autre, les transporteurs routiers du Burkina ont entamé depuis hier lundi 30 mars un arrêt de travail de 48 heures sur toute l'étendue du territoire national pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. Mais c'est un autre son de cloche que l'on entend du côté de la Fédération nationale des acteurs de transport qui dénonce cette grève qui est bien visible surtout au poste de péage. Éléonore Ouedraogo, Yerbanga. Nous sommes au poste de péage de Yimdi sur la route de Bobo-Dioulasso. À ce deuxième jour de grève des chauffeurs routiers, le trafic est toujours perturbé. Ils manifestent contre, selon eux, le coût élevé du permis de conduire catégorie E et son temps d'obtention, la recrudescence des tracasseries routières, le poste juxtaposé de 5C et la non-application de la convention collective signée en 2011. Quand on prend le cas du permis de conduire là, hier même j'ai souligné ça. Normalement, c'est le gouvernement même qui devrait subventionner le permis de conduire. Afin que, sur le plan de la circulation là, les accidents et consorts là diminuent. Mais si présentement on va rehausser le prix du permis de conduire, c'est pour envoyer rien que des kamikazes sur le terrain. On prend le cas de nos bailleurs. Un chauffeur qui peut conduire camion, citerne, plateau, aller à Cotonou, charger du gasoil, Abidjan et Niamey, des trucs comme ça. Ils se retournent avec des perdièmes, des miettes comme ça, 50 000 francs, 40 000 francs. Pour gagner ça à la fin du mois même, c'est un problème. On est en grève depuis hier parce que les conditions des chauffeurs au Burkina Faso ne sont pas améliorées. C'est nous, on se bat pour le pays, mais on n'est pas considéré. Donc nous demandons une considération pour les chauffeurs. Donc une prise en charge dans tous les services des chauffeurs. Ça veut dire en cas de problème, ça veut dire un chauffeur qui gagne un problème, on doit l'aider. Tu tombes malade, on doit te soigner. Ou bien dans un accident de travail, voilà, les patrons doivent s'occuper de toi. Et puis encore les salaires, on doit augmenter nos salaires. La Fédération nationale des acteurs du transport routier, pour sa part, dénonce ce mouvement d'humeur qui aurait pu se régler autrement. On aurait pu se retrouver pour réfléchir et trouver ensemble un terrain d'entente. Malheureusement, nous avons eu l'impression qu'on tenait coûte que coûte à aller en grève. À preuve, il n'y a pas eu donc de concertation au préalable. On a le droit d'aller en grève. Tous les textes légaux au Burkina consacrent cela. Il faut que cela soit exercé dans un cadre légal. Il est interdit donc d'empêcher celui qui n'est pas en grève là de faire son travail. Il y a un blocus. Il y a beaucoup de chauffeurs qui ne sont pas de ces syndicats, mais qui ne peuvent pas vaquer à leurs occupations. La grève qui occasionne de nombreux dégâts comme les coupures d'électricité crée aussi des désagréments et pour la FENAT, seul l'État peut résoudre ce problème. Qu'est-ce que nous devons faire pour arrêter? Non, c'est à l'État qu'il faut poser la question. Nous pensons qu'il faut rétablir les choses. Il faut quand même qu'il y ait de l'ordre. On ne peut pas comprendre qu'un État ne puisse pas protéger ceux qui sont en règle vis-à-vis d'eux et qui veulent vaquer tranquillement à leurs occupations. Parce que quand même, c'est la puissance publique. Et il faut protéger ceux qui n'ont pas les moyens de se constituer en milice. Après la conférence de presse, nous nous sommes rendus au poste de péage de Koubri où le trafic semble fluide. Mais peu avant notre départ arrivent les chauffeurs déterminés à poursuivre la grève en stoppant tout véhicule de transport et camions qui s'apprêtaient à quitter la capitale burkinabé via la route de Pau. Et à l'appel de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina et soutenu par la Confédération syndicale burkinabé, les transporteurs routiers ont battu le pavé ce matin à Ouagadougou. Une marche-meeting avec au bout un message à leur ministre de tutelle qui a dans la foulée rencontré la presse sur la situation. Aruna Mare, Jacques Lamissa Tarbara. Les transporteurs routiers se sont rassemblés tôt ce matin à la place de la Nation avant d'entamer une marche jusqu'à la direction générale des transports terrestres et maritimes. C'est là qu'ils ont remis leur doléance à leur ministre de tutelle.
Les transporteurs protestent contre la non-application et la non-extension de la convention collective signée en 2011. Ils veulent aussi la réduction du coût du permis de conduire de la catégorie E, la réduction de la durée pour son obtention, l'opérationnalisation du poste juste apposé de 5C et l'arrêt des tracasseries. Il s'est marqué depuis hier et aujourd'hui. Nous demandons l'application de notre convention collective sectorielle. C'est le rehaussement des salaires, les indemnités et la déclaration de la caisse. Les employeurs et l'État. Dans les jours à venir, si rien n'est fait, aller en grève illimitée. Une heure plus tard, le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports tient une conférence de presse sur ses revendications. Le ministre annonce déjà des points qui pourraient faire l'objet d'accords avec le syndicat. Les solutions concrètes concernant le premier point, la convention collective, concernant ce point, suite à nos discussions, nous avons arrêté que au cours des visites techniques des véhicules, avant de donner la carte de CCVA à un transporteur, nous allons exiger que ces employés respectent la convention collective. Avant de remettre à un transporteur la carte professionnelle de transporteur, nous allons exiger que la convention collective soit appliquée, notamment que les chauffeurs qui travaillent au sein de cette société soient affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Concernant le deuxième point, je peux dire que là, la solution est trouvée. Nous allons passer directement au programme de la catégorie E. Ça permettra d'écourter un peu le temps de formation et également ça aura un impact sur le coût également de la formation. Par rapport au troisième point, en ce qui concerne les tracasseries sur nos routes, ça c'est vraiment un problème c'est une préoccupation qui date de très longtemps. Mais ça implique plusieurs ministères. Quant au dysfonctionnement au niveau du poste de contrôle juxtaposé des 5C, nous sommes en train de voir avec l'UEMOA comment remédier à ça. Tout en reconnaissant la justesse de leur lutte, Daouda Traoré invite les transporteurs à un esprit de responsabilité afin que leurs revendications ne créent pas des situations préjudiciables. Conséquence de cette grève, dans la ville de Ouagadougou, des stations-service à court d'essence, il y en a même qui se sont résignés à fermer par manque d'électricité et ce sont les consommateurs qui paient le plus lourd tribut. Frédéric Etienne Bassenga a fait le constat pour nous. Avenue Babangida, non loin de la Sorbetière, il est 13h45. Cette station qui d'habitude grouille de monde à cette heure est vide. Par la force des choses, les pompistes n'ont nul autre choix que de renvoyer les clients qui ne cessent d'arriver. On a simplement en rupture. Carburant fini. On devrait recevoir depuis hier. On dit que les transporteurs sont en grève. Donc on n'a rien reçu. Mamadou est à sa 3e station. Il espérait avoir ici de l'essence, peine perdue. Pas facile. Hein? Moi, je sais à l'heure actuelle là, où je dois rentrer là. Je sais pas, je peux pas arriver. Il faut repartir dans l'espoir que la prochaine fois soit la bonne. Certains n'ont même plus d'essence. C'est le cas d'Ismaël, en provenance de l'Arlé, et après avoir déjà visité 3 stations sans succès, il était heureux de voir les véhicules stationnés à cette station sur l'avenue Charles de Gaulle. Mais là encore, grosse désillusion. J'ai quitté, j'ai quitté l'Arlé. Quand je venais, en tout cas il restait peu, je soufflais. Et quand je soufflais, ça démarrait un peu. Bon, mais au campus, ça m'a lâché. J'ai fait première station, la station escalier du campus. J'ai vu qu'il n'y a rien là-bas. J'ai tout fait pour arriver ici. On me dit qu'encore il n'y a pas d'essence. Vraiment, c'est une déception carrément. Monsieur Dabiré est également en panne sèche après avoir parcouru 6 stations d'essence. Assis dans la station où il avait placé tout son espoir, il feuillette son journal en attendant d'être dépanné. C'est pas normal qu'il y ait une rupture brutale comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réserve dans nos stations, nos trucs qui gèrent les carburants là.
il doit quand même une stock de réserve d'une semaine en cas de problème. Il doit y avoir une réserve dans un pays qui se respecte, qui a une réserve de carburant pour, même si ça a réduit que pendant une semaine. Ça se passe en 2 jours, les gens vont grève de transport et puis le lendemain, il n'y a pas de carburant. Mais on n'est pas géré, on n'est pas dirigé. Ce n'est pas la gestion de prévision, ça. Certaines stations ont dû fermer pas par manque de carburant, mais à cause des délestages. Les plus grandes, elles, utilisent des groupes électrogènes. Mais là aussi, des difficultés subsistent. Il y a eu coupure de courant depuis hier. Et nous, on travaillait le groupe, ça s'est chauffé. Et vraiment, on a laissé ça au repos, pour au moins se reprendre. Conséquence, les stations où il y a encore du carburant et de l'électricité, comme ici, non loin du rond-point des Nations Unies, c'est la longue file d'attente qu'il faut maintenant gérer. Voilà quelques désagréments causés donc par cette grève des transporteurs routiers. Le directeur général de la SONABI, M. Gambetta Boubacar Nakro, est notre invité. Bonsoir, M. Nakro. Bonsoir, madame. Merci d'être venu sur notre plateau pour répondre à certaines questions que l'on se pose suite donc à ce mouvement de grève des transporteurs qui semble avoir paralysé en tout cas les stations-service. Ici, les consommateurs paient le plus lourd tribut. Alors, comment en est-on arrivé là, M. Nakro? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire si la SONABI a encore de l'essence, si la SONABI a encore du carburant aujourd'hui? Non, au niveau de la SONABI, nous avons du carburant. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de chauffeur disponible pour conduire donc ces camions au niveau des stations. C'est le seul problème. Donc le problème du stock de sécurité dont on parle n'est pas en cause ici. Hein. Non. Par rapport donc aux produits des stations, nous n'avons aucun souci. Si demain matin vous posez votre caméra au niveau du dépôt de Bingo, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des chargements parce que la grève est levée. On parle aussi d'un stock de sécurité qui pourrait venir depuis Abidjan par le train. Est-ce que la grève des transporteurs routiers concerne également la voie ferroviaire? Non, le problème n'est pas tellement le réapprovisionnement de la SONABI en produits pétroliers. Nous avons du produit dans nos bacs. Rien que dimanche, nous avons dépoté des produits dans nos bacs à Bingo. Mais qu'est-ce qui se passe alors précisément? Dites-nous, les chauffeurs n'arrivent pas à mener le carburant jusqu'à Ouaga ou qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe déjà, c'est qu'avec la grève des chauffeurs, alors les chauffeurs ne conduisent pas les camions pour qu'on puisse décharger le produit dans nos bacs. Mais ce n'est pas bien grave parce qu'on a quand même du stock dans nos bacs. Mais les chauffeurs refusent de prendre des produits de la SONABI pour livrer à nos clients. Vous voyez? Donc ce n'est pas un problème de manque de produits. Le produit existe, nous avons du produit à la somme dans nos bacs. Et comme je dis, en posant votre caméra demain matin à Bingo, vous allez vous rendre compte, nous allons charger, nous allons commencer d'ailleurs à travailler très tôt demain matin afin de pouvoir donc charger donc, les camions qui viendront. Nous avons même pris la décision de ne pas dépoter des camions dans nos bacs, mais pouvoir déjà livrer à partir de ce que nous avons dans nos stocks. Voilà. Normalement, demain prend fin, en tout cas les 48 heures d'arrêt de travail. Ça veut dire qu'à partir de demain, on peut avoir du carburant dans toutes les stations. Voilà, oui, mais je répète, il faut que ce soit bien clair. La SONABI a du carburant. Oui, ça on a compris. Voilà, a du carburant. Mais c'est pour envoyer les carburants si les chauffeurs sont disponibles, alors ils prendront donc les produits au nom de la SONABI et ils vont donc livrer les stations. Et à votre avis, qui est responsable? Finalement, ce sont les chauffeurs qui sont responsables de la situation qui prévoit en ce moment? Alors, je ne sais pas s'il faut poser la question à ce terme. Je ne sais pas s'il faut poser plutôt deux questions, à savoir, est-ce que leur revendication est juste? Est-ce qu'ils ont suivi les procédures? Est-ce qu'il y a eu un dialogue qui a abouti? Parce que là, on a deux camps. On a un camp, on vient d'entendre un camp notamment qui dénonce cette grève-là. Oui. Donc le tort est un peu partagé. Ce que nous pensons, nous, de la SONABI, c'est qu'il faut dialoguer. Nous avons déjà eu, nous, des soucis comme cela avec des chauffeurs des produits pétroliers. Nous avons dialogué, nous avons trouvé donc un compromis et nous avons pu résoudre le problème. Alors, je crois, comme m'a dit d'ailleurs une des personnes, que nous avons le droit de faire de la grève, de revendiquer. Et il faut juste mettre la forme. Et je pense que nous sommes un pays de dialogue. Et avant de faire un bras de fer, avant de poser des actes qui peuvent nuire donc à beaucoup de personnes, nous sommes une victime collatérale, tout comme la SONABI. C'est ce que j'allais dire. Comment vous vivez cette grève-là, vous, au niveau de la SONABI? Nous la vivons très mal. Nous ne pouvons pas supporter de voir les consommateurs venir aux stations
et ne pas pouvoir donc avoir du produit, alors que nous battons jour et nuit pour que le produit soit là dans les différents dépôts en dépit des difficultés que nous avons. Alors voir les consommateurs comme ça, sans produits pétroliers, on le vit très très mal, oui. Alors l'autre problème qui est posé, qui a été soulevé également dans un de nos reportages, c'est le problème de délestage, le manque d'électricité qui fait que beaucoup de stations n'arrivent pas en tout cas à fonctionner normalement. Et cet après-midi, au journal, au Midi Magazine du 13h15, nous avons reçu le directeur du transport de la Sonabel, M. Adamatou. Il émet ici en tout cas des inquiétudes quant à l'issue de la crise dans le secteur du transport routier. Nous allons l'écouter avant de poursuivre ce débat. C'est les capacités de production thermique qui vont aller en s'amenuisant, qui peuvent aller effectivement à zéro si rien n'est fait pour approvisionner le combustible. Donc tout ce qui va rester, ce sera la production hydroélectrique et puis les importations d'énergie de Côte d'Ivoire. Même si la grève s'arrête à minuit, il faut effectivement un certain délai pour que les camions, la rotation des camions puisse se faire et pour permettre à nos cubes de recevoir effectivement le combustible. Donc c'est un temps qui va durer plusieurs heures, peut-être 8 ou 12 heures. Voilà, monsieur le directeur général, monsieur Nakoro, l'autre problème qui est soulevé ici, c'est le manque de carburant pour faire fonctionner, pour que l'électricité soit en abondance, d'où les délestages assez sauvages que nous subissons ces derniers temps. Alors, on a entendu parler de ces arriérés, de la Sonabel à la Sonabi, on parle de plusieurs milliards en tout cas d'arriérés. Est-ce qu'on ne peut pas tenter de croire que la Sonabi peut fermer un peu le robinet aussi à la Sonabel pour manque de paiement de ces arriérés-là? Alors, disons que pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Nous vivons les mêmes angoisses avec mon homologue de la Sonabel, depuis d'ailleurs hier. Nous trouvons les solutions qu'il faut trouver parce qu'à une cause commune, nous sommes tous le state d'État, nous sommes tous préoccupés donc par la satisfaction des consommateurs. Donc on a les mêmes angoisses, on est en bonne intelligence, en bonne communication et on déplore donc toute cette situation et on cherche des solutions et bon, je pense qu'on les trouvera. Mais c'est vrai que la Sonabi souffre énormément de cette dette qui se chiffrait hier à un peu plus de 43 milliards de francs CFA. C'est vrai que la Sonabel a fait quelques efforts. Nous avons reçu 8 milliards de francs. C'est un peu bon, mais ce n'est pas arrivé, comme on dit. Alors, le gros problème, ce n'est pas tellement ça. C'est que nous payons nos fournisseurs. Et nos fournisseurs, quand on ne les paye pas, ils ne livrent pas le produit. Alors, s'ils ne livrent pas le produit, nous sommes embêtés. Nous voulons bien livrer la Sonabel, mais comment faire? Il nous faut de l'argent pour payer nos fournisseurs afin d'avoir le produit et livrer la Sonabel. Donc par rapport à ça, c'est très compliqué. La Sonabel aussi vit ses difficultés, je crois qu'elle en a parlé. L'État est bien conscient des problèmes de la Sonabel et nous pensons que ce sera une solution globale qui sera trouvée. Mais c'est vrai que si rien n'est fait au niveau de la Sonabel ou des subventions de l'État, nous pourrons être véritablement en difficulté d'abord de satisfaire les besoins de la Sonabel et même d'être en ligne de rupture. Pour vous donner un exemple, les besoins de Sonabel sont énormes. Pour le second trimestre, ces besoins sont estimés à peu près à 94 millions de litres. Vous voyez? Et ces 94 millions de litres, ils vont recevoir à peu près une facture autour de 31 milliards de francs CFA. En plus des subventions, parce que les produits livrés à la Sonabel sont subventionnés donc par l'État. Autour de 16 milliards. Donc il y a 46 milliards qu'il faut trouver en plus de ce qu'on nous doit déjà. Vous voyez qu'une situation suffisamment difficile et je pense qu'il faut être réaliste et franc lorsque nous parlons de ces choses-là. D'accord, mais pour le moment, vous rassurez que la Sonabi n'a pas fermé le robinet. Non. La Sonabi va continuer à alimenter la Sonabel sans problème. Ne peut pas fermer le robinet. La Sonabi ne le fera pas. Sauf si elle n'a pas produit, c'est les contraintes par les aspects financiers pour lesquels vous comprenez c'est difficile. Merci M. Nakoro. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le directeur général de la Sonabi, M. Gambetta Aboubakar Nakoro, qui est venu répondre à certaines questions liées au manque de carburant dans les stations-service liées à la grève des transporteurs. Merci d'être venu nous donner toutes ces précisions. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Et puis nous apprenons que, comme on l'a vu un peu plus tôt, qu'il y a eu une issue à la crise que traverse la Brakina, Sodibo. Un accord a été signé ce soir même entre les délégués du personnel et la direction de l'entreprise pour une reprise de travail
Dans un communiqué rendu public et signé des deux parties, il est clairement écrit que cette reprise sera effective au plus tard le 1er avril à 6 heures, et ce n'est pas un poisson d'avril certainement. Cet accord est donc la résultante de négociations entamées ce mardi en fin de matinée. Autre point de l'actualité, le groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition est satisfait de l'évolution du processus en cours au Burkina. L'Union africaine, la CEDEAO et les Nations unies encouragent l'ensemble des acteurs à garder le cap pour la réussite de la transition. La communauté internationale est prête à soutenir financièrement l'organisation des élections générales au Burkina. Les conclusions des travaux de la deuxième réunion du GISAT avec Aboubakar Sagnon. Après un examen minutieux de la feuille de route de la transition au Burkina Faso, le groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition a apprécié les avancées enregistrées dans la mise en œuvre du processus. Il a salué la mise en place des institutions prévues par la charte de la transition. La réunion a également pris note de l'annonce d'un calendrier détaillé des élections présidentielles, législatives et locales et du démarrage de la révision exceptionnelle des listes électorales. Nous repartons revigorés et davantage mobilisés pour continuer à vous accompagner jusqu'à la réalisation de l'objectif recherché, à savoir l'organisation le 11 octobre des élections présidentielle et parlementaire, et ainsi tourner cette page de la transition. L'organisation des élections générales va coûter 54 milliards de francs CFA. Le Burkina Faso est à la recherche de 29 milliards pour boucler le budget. Les participants ont insisté sur l'impératif pour la communauté internationale et les partenaires techniques et financiers de contribuer financièrement à la tenue de ces scrutins. L'Union européenne va apporter un appui de 3,7 milliards au processus électoral sous forme de dons, pour l'essentiel auprès de la CENI, de façon à aider la CENI à mener sa tâche, mais aussi un petit peu auprès des médias et de la société civile. Il y aura un décaissement important un peu plus tard, mais pendant la transition, là aussi sous forme de dons, qui sera probablement, qui se situera entre peut-être 35 et 40 milliards de francs CFA. Le groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition a demandé la mise en place de mécanismes de suivi de la transition au niveau national. Nous allons nous atteler à ce que le comité de pilotage que vous avez recommandé puisse être mis en place, que le secrétariat technique également soit mis en place, que la prochaine réunion puisse voir la participation effective de la Commission de réconciliation nationale des réformes pour faire le point de l'évolution de ces travaux. Soyez rassurés de notre détermination ferme à aller vers des élections justes, libres et transparentes, en tout cas à bonne date. Les participants ont souligné la maturité de responsabilité du gouvernement et de l'ensemble des parties prenantes à la transition et les ont encouragés à persévérer dans leurs efforts pour mener la transition à son terme. Et à l'issue de la réunion, une délégation du groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition au Burkina a été reçue par le président du Faso pour un bilan à chaud des travaux. Michel Kafando a également eu un entretien avec une délégation du groupe Bolloré venue présenter le nouveau président du conseil d'administration du groupe, la synthèse des audiences avec Draman Guéné. À la fin des travaux de la deuxième session de suivi de la transition burkinabé, le groupe de contact note un satisfecit général dans la marche vers les élections. C'est ce que cette délégation du groupe est venue signifier au président du Faso. Nous avons relevé avec beaucoup de plaisir les avancées remarquables faites par l'équipe de transition sur tous les aspects et les impératifs devant assurer que cette transition se déroule dans d'excellentes conditions et de telle sorte que l'élection soit une élection d'abord inclusive, démocratique, juste et acceptée par toutes les filles et les fils du Burkina Faso, pour le bien du Burkina, mais aussi pour l'Afrique
Quant au tout nouveau PCA de la Citaraï, il est venu dérouler ses projets de développement de la compagnie au président du Faso et recueillir les orientations de Michel Kafando. Des investissements sont importants pour améliorer la qualité de la voie, des locomotives nouvelles, des wagons nouveaux vont être mis en place. Donc c'est de tout cela que je voulais rendre compte au président. Et puis aussi me présenter en expliquant que je suis, moi, à la disposition des Burkinabés, que je ne serai pas un président du conseil d'administration très éloigné du Burkina, en France, jamais présent, etc., mais qu'on pourra compter sur moi. La Citaraï est gérée actuellement par le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et un partenaire privé, qu'est le groupe Bolloré. Et puis cette mise au point du cabinet du président du Faso relative à la nomination des membres du Conseil constitutionnel suite à la récente nomination de membres du Conseil constitutionnel en remplacement de ceux dont les mandats sont arrivés à leur terme ou définitivement empêchés de poursuivre leurs fonctions, une certaine opinion tend à remettre en cause le bien fondé et la légalité d'une telle décision. Cela pour d'une part, sur la base de statut des personnalités choisies pour siéger au sein de cet important organe du système institutionnel de notre pays et d'autre part sur la forme du décret relatif à leur nomination. En ce qui concerne le choix des personnalités, conformément à l'article 153 de la Constitution du 11 juin 1991, le Conseil constitutionnel comprend les anciens chefs d'État du Burkina Faso, 3 magistrats nommés par le président du Faso sur proposition du ministre de la Justice, 3 personnalités nommées par le président du Faso, dont au moins un juriste, 3 personnalités nommées par le président de l'Assemblée nationale, dont au moins un juriste, 3 personnalités nommées par le président du Sénat, dont au moins un juriste. Ces dispositions sont reprises dans la loi organique numéro 11/2000 AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédures applicables devant lui. L'article 6 de cette loi dispose que les fonctions de membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec la qualité de membre du gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public ou privé, civil ou militaire, et de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale ou d'administration de société. C'est en référence à ces dispositions que Mme Aridiata Dakouré Séré, M. Bourema Sissé et M. Anatole Tiendrebego, retraités, ont été nommés en remplacement de Mme Elisabeth Yoni, M. Jean-Baptiste Ilboudo, retraité, dont les mandats prennent fin, et M. Salif Nebié, décédé. Le Conseil constitutionnel est souvent qualifié de Conseil des sages, tant les personnalités qui ont la charge de veiller au contrôle de la constitutionnalité des actes importants qui régulent la vie institutionnelle doivent être libérés de toute activité professionnelle contraignante, incarner la sagesse, la maturité, le respect, que complète à l'évidence une bonne dose de connaissance de la règle juridique et du fonctionnement des institutions de l'État. Le fait, par exemple, que les anciens chefs d'État, par ailleurs tous retraités, soient admis d'office n'est pas une chose anodine. L'exercice de la fonction présidentielle fait d'eux des experts aguerris sur toutes les questions qui pourraient relever de la compétence du Conseil constitutionnel. Nulle part il n'est précisé que la retraite et la fonction publique excluent d'être membre de la fonction publique exclut d'être membre du Conseil constitutionnel, tout comme aucune disposition constitutionnelle ou législative relative à la composition du Conseil constitutionnel n'exige la présence d'universitaires, de professeurs d'université ou de personnes non admises à la retraite dans la composition de l'organe constitutionnel. C'est dire que le pouvoir discrétionnaire du président du Faso, de celui du président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence du Conseil national de la transition CNT, ou de celui du ministre de la Justice en matière de choix
des membres du Conseil constitutionnel ne saurait souffrir, dans les termes actuels de notre Constitution, de directives subjectives et non fondées. Ou alors, il faudra attendre la relecture des dispositions constitutionnelles et de la loi organique pour en décider autrement. En conclusion, aucun vice de fond ne peut être relevé dans le décret portant nomination des membres du Conseil constitutionnel du 25 mars 2015. En ce qui concerne la forme du décret, le membre du Conseil constitutionnel dont la nomination relève de la compétence du président du CNT l'a été par décision autonome du dit président, décision numéro 045 CNT Presse du 10/2/2015. Par conséquent, et dans la mesure où le décret numéro 2015-291 Presse Trans PM du 25 mars 2015 portant nomination de membres du Conseil constitutionnel n'est pas rentré en vigueur du fait de sa non-application au journal officiel du Faso, des décrets rectificatifs sans contre-signe du Premier ministre seront pris que ne concerneront que les seuls membres dont les nominations relèvent de prérogatives exclusives du président du Faso. C'est donc une mise au point du cabinet du président du Faso. Suite de ce journal, le président du Conseil national de la transition a reçu successivement 3 personnalités ce matin. Il s'agit du médiateur du Faso venu présenter le rapport 2013 de son institution, de l'ambassadeur du Maroc au Burkina et d'une délégation de la Fondation Hirondelle Suisse. Le point avec Maxime Zongo. 786 réclamations instruites, dont 121 fondées, avec une issue favorable pour 72 dossiers. Beaucoup de recommandations à l'adresse de l'administration. 5030 personnes reçues pour conseil et orientation vers des structures compétentes. Voilà résumé le contenu du rapport 2013 du médiateur du Faso. Et c'est la synthèse qui a été présentée ce matin au président du Conseil national de la transition. Avec le président du CNT et son équipe, nous avons insisté sur les cadres de concertation. Nous avons aussi insisté sur des recommandations que nous faisons habituellement dans les rapports d'activité parce que nous estimons que cela peut permettre encore à l'administration d'être plus efficiente, plus efficace. Et aussi, en dernier point, nous avons examiné la question de notre implication en tant qu'institution de médiation dans la situation actuelle que vous connaissez, à savoir la recherche de la paix, la réconciliation nationale. Avec l'ambassadeur du Maroc au Burkina, les échanges ont porté sur la coopération bilatérale entre les deux pays et surtout sur l'accompagnement du royaume chérifien à l'organisation des élections à venir. On a notamment évoqué l'évolution de la transition, le travail du CNT qui est accompli en ce moment et qui avance très bien, les préparatifs pour les prochaines élections. Et on a également parlé des relations bilatérales, notamment la prochaine visite que devra effectuer M. le Président de la Transition, qui est l'invité de l'OMC, qui tiendra à Marrakech, qui célébrera à Marrakech le 20e anniversaire de sa création. La dernière délégation à être reçue par le président du CNT, la Fondation Hirondelle Suisse. Au menu des échanges, un partenariat envisagé avec le ministère de la Communication, dont le principal bénéficiaire sera la RTB. L'objet de cette visite était principalement d'informer le président d'un partenariat qui va être développé avec le ministère de la Communication. Nous venons de travailler 15 jours avec des représentants de la Fondation Hirondelle. On aura peut-être le temps de dire quelques mots sur la Fondation Hirondelle pour préparer ensemble un programme d'appui à la radio-télévision burkinabé et de voir dans quelle mesure on pouvait également créer des liens avec la radio-télévision suisse dans le cadre de ce partenariat. Ce partenariat avec la RTB, qui va comprendre plusieurs phases, sera d'abord centré sur un accompagnement de la Fondation pendant la phase électorale à venir.
Le réseau national d'édification de la paix WANEP Burkina présente les résultats trimestriels du monitoring du processus électoral pour des élections apaisées au Burkina. Selon le rapport, le risque d'affrontement pendant la campagne électorale est élevé, d'où l'invite aux partis politiques et aux OSC à la retenue dans leurs propos. Amandine Lalsaga. Destinés aux acteurs nationaux et internationaux de la scène politique, les résultats du monitoring de WANEP Burkina, Réseau national d'édification de la paix, dépeint un tableau moins reluisant sur le processus électoral. Après 3 mois de monitoring, le réseau déplore des comportements et des propos de certains partis politiques et organisations de la société civile qui sont de nature à troubler la quiétude électorale. Le risque d'affrontement pendant les campagnes électorales est élevé si les propos ethnicistes continuent et prennent de l'ampleur. Les élections ont eu une dimension nationale. Les populations sont sorties par de là leurs différences ethniques, religieuses, linguistiques, culturelles pour réclamer le changement. Il ne faudra donc pas instrumentaliser l'ethnie en cette période préélectorale. Les confrontations entre militants de partis politiques sont inévitables si les accusations entre partis à personnes interposées se poursuivent. De plus, les initiatives comme celles tendant à œuvrer pour un retour de l'ancien président ne sont pas de nature à favoriser l'instauration durable d'un climat de paix. Il faut donc prendre des dispositions pour prévenir toutes les entreprises qui vont au bout du compte exacerber les tensions entre les citoyens. Ce monitoring électoral du réseau devrait influencer les prises de décision des acteurs politiques avec en ligne de mire la prévention de la violence électorale au Burkina Faso. Aux leaders coutumiers et religieux, prenez toujours la recherche de la paix, le dialogue, la tolérance et le pardon. Évitez d'influencer le choix d'un quelconque candidat. Au Conseil supérieur de la communication, renforcer les capacités des journalistes sur leur rôle et responsabilité pour les élections apaisées. Censurer tout média qui permettra aux partis politiques de battre déjà campagne. WANEP Burkina invite par ailleurs les partis politiques à bannir les propos haineux, xénophobes et ethnicistes pendant les différents rassemblements. Le réseau appelle également l'ensemble des acteurs à la culture de l'esprit du patriotisme, du civisme et de la tolérance pour des élections apaisées en 2015. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples appelle les autorités de la transition à engager sans délai des procédures en vue de rechercher, identifier, poursuivre et condamner les responsables de la mort des martyrs de l'insurrection populaire de fin octobre 2014. Le MBDHP était face à la presse des précisions avec Iniwalkoy Janine Kambiri. 5 mois après l'insurrection populaire, le MBDHP s'indigne devant l'inertie du pouvoir de la transition suite aux crimes commis les 30, 31 octobre et 2 novembre 2014. Il décide de saisir les juridictions et autorités compétentes pour faire la lumière et la justice sur ces assassinats. À travers cette conférence de presse, le MBDHP tient à informer le peuple burkinabé qu'un collectif d'avocats constitué par ses soins, avec la collaboration du syndicat national des avocats, a initié des procédures. Une plainte au nom du MBDHP et des victimes blessées par balle, déposée ce jour 31 mars 2015 entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Ouagadougou pour assassinat, tentative d'assassinat, complicité d'assassinat et tentative d'assassinat contre M. François Compaoré, M. Assimi Kwanda et enfin toutes les personnes civiles non encore identifiées, auteurs, co-auteurs ou complices. La deuxième procédure, c'est une requête aux fins de demande de donner ordre de poursuite contre le général Diengéré Gilbert, le général Honoré Naberé Traoré et contre X. La troisième procédure initiée par le MBDHP, c'est une lettre de demande de mise en accusation de Compaoré Blaise, Chao Béon Luc Adolphe et Bougma Jérôme devant la Haute Cour de justice.
Sur l'affaire Norbert Zongo et ses compagnons, le MBDHP tient à rappeler qu'il a officiellement introduit le 19 décembre 2014 auprès du procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Ouagadougou une réouverture du dossier. Après les dernières déclarations de Madame la ministre de la Justice, confirmant la réouverture imminente du dit dossier, le MBDHP veut espérer que des initiatives fortes sont prises en vue d'une réouverture effective du dossier. C'est fort de son combat contre l'impunité que le MBDHP appelle toutes les organisations de défense des droits humains à se mobiliser contre l'impunité. Son objectif est que tous les acteurs et complices de ces crimes soient tous identifiés, jugés et condamnés en vertu des lois en vigueur dans notre pays. Et les populations de Bobo-Dioulasso qui font face à une pénurie d'eau depuis 48 heures. Une panne à la station de l'ONEA de Nassau serait la cause de cette situation ASIA, mais assurance a été donnée et que les choses reviendront à la normale sous peu. Ouidjaro Kiasano. Cette bidon de 20 litres semble être la chose la mieux partagée en cette matinée du lundi 30 mars à Bobo-Dioulasso. Le hic, c'est que ce qu'ils contiennent habituellement pour leur second usage, c'est-à-dire l'eau, elle demeure bien rare. La tête, les motocyclettes, les pousse-pousse, bref, tous les supports sont utilisés pour transporter ces récipients qui restent désespérément vides pour bon nombre de bobolais. Je suis là depuis 9 heures et jusqu'à 11 heures, je n'ai pas encore pu remplir un seul bidon d'eau. Depuis hier matin, il y a eu coupure d'eau, on n'a pas eu l'eau. Ce matin, on est là aussi. Pour avoir de l'eau aussi, c'est de la catastrophe. Moi, je suis arrivée ici à 5 heures. J'ai eu une barrique, je suis allée, mais on est beaucoup à la maison. Une barrique là, ça ne peut pas suffire. L'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement, justifie ces coupures par une panne survenue sur ces installations ici à la station de Nassau. Il fallait maintenant rapidement intervenir et réparer la fuite. Donc c'est ce qui a pris énormément de temps. Et nous sommes restés sur les lieux jusqu'à 5 h du matin. Et nous avons pu relancer la station autour de 3 h du matin. Voilà. Donc maintenant, comme les conduites se sont vidées depuis hier, donc, le réseau met du temps pour se remplir. Les machines tournent donc à nouveau à la station de pompage de Nassau et au lieu de s'empirer comme le craignent certains, la situation devrait se normaliser dans les prochains jours. Les quartiers qui doivent patienter, je peux dire que c'est d'abord les zones très hautes de la ville de Bobo. Voilà, donc on peut donner, citer entre autres la zone de 25, juste à l'entrée de la ville de Bobo en venant de Ouaga. En attendant, les responsables de l'ONEA sollicitent l'indulgence des consommateurs. Les quotidiens du jour reviennent largement sur la grève à la Brakina et celle des transporteurs routiers, les implications et les conséquences de ces mouvements sur les consommateurs et les voyageurs. La revue de presse est signée Abdul Rasmane Zongo. Crise à la Brakina Sodibo, le quotidien d'État citoyen nous informe que le syndicat national des travailleurs des brasseries a reçu un coup de main de taille, celui de la Confédération générale des travailleurs du Burkina CGTB, qui prend fait et cause de sa lutte. Je cite, « La CGTB a réaffirmé son soutien aux travailleurs de la Brakina Sodibo, car pour elle, leur lutte est légitime et légale, nous confie le journal. Pendant ce temps, le gouvernement joue à l'arbitrage pour une reprise de travail. Et les travailleurs de rétorquer oui à la reprise, si ou seulement s'il y a, je cite, « satisfaction de leur plateforme de départ, l'augmentation des salaires de 80%, la levée immédiate des sanctions qui frappent les 10 camarades, le départ du directeur des usines. » Et le quotidien aujourd'hui au Faso d'ajouter que pour la reprise, les travailleurs, je cite, « exigent la levée immédiate des sanctions qui frappent les 10 travailleurs de Bobo, la levée de la nouvelle organisation de travail et un échéancier de mise en œuvre des mesures. » Quant à l'observateur, il note que la conséquence directe de cette situation est que les débits des boissons n'ont plus de matière. Et à un gérant de renchérie, je cite, « Nous n'avons que 2 bidons d'eau dans notre réfrigérateur. » Cette situation semble par contre être du pain béni pour d'autres. Avec la pénurie de bière, certaines personnes se frottent les mains, à l'image des vendeurs de Dolo, la bière 2000 locale, nous apprend le quotidien.
Le dolo marche bien aujourd'hui car il n'y a plus de bière, se réjouit une vendeuse. Dans le journal Notre Temps, on peut lire à peu près ceci. Des milliers de personnes travaillant dans les maquis seront en chômage dans peu de temps si la crise dans cette brasserie ne se résout pas, prévient le journal. Et à un gérant d'affirmer, je cite, « Les clients sont insatisfaits à cause du manque de boissons de la Brakina ». Il ajoute qu'il n'y a aucune bouteille de Brakina, de flaque ou de sucrerie. Et à un autre finalement de se résigner, je cite, « Nous vivons de la vente des boissons et cette rupture menace notre existence. Actuellement, nous commercialisons des bières venues du Ghana. » Si Notre Temps prévient par rapport au chômage, ce n'est pas le cas dans le quotidien Le Pays. Je cite, « Nous sommes en chômage technique depuis une semaine. Malgré la grève, on continue toujours à servir les clients. Mais depuis, la boisson est complètement finie. Il n'y a plus rien, » affirme un gérant. Cette grève a également une incidence collatérale, je cite, « La grève ne nous arrange pas, nous sommes des bouchers. S'il n'y a pas de boisson, nous n'avons pas de clients. » S'agissant du mouvement des chauffeurs routiers, l'Observateur titre « Le blocus des routiers », je cite, « Il ne s'est pas agi uniquement d'une grève du volant, puisque les manifestants ont bloqué certaines routes nationales, perturbant ainsi le trafic et provoquant des bouchons monstres à certaines artères des grandes villes comme Bobo-Dioulasso ou Ouagadougou. » Et le quotidien d'État citoyen d'ajouter, je cite, « Les routiers à travers le syndicat ont bloqué ce lundi 30 mars 2015 toutes les voies ralliant la capitale économique. Un gréviste manifeste son ras-le-bol. Le chauffeur routier est devenu de nos jours comme un objet qu'on peut utiliser et s'en débarrasser quand on ne le veut pas. En plus d'être payé à 50 000 francs CFA pour les plus nantis, le chauffeur n'a aucun droit. Et les voyageurs en prennent un coup et voient, je cite, leur programme chamboulé. Dans les différentes compagnies de transport, plusieurs centaines de passagers sont bloqués depuis 6 heures du matin. Voilà, je reprends pour vous cette mise au point du cabinet du président de Faso relative à la nomination des membres du Conseil constitutionnel. Suite à la récente nomination de membres du Conseil constitutionnel en remplacement de ceux dont les mandats sont arrivés à leur terme ou définitivement empêchés de poursuivre leurs fonctions, une certaine opinion tend à remettre en cause le bien fondé et la légalité d'une telle décision. Cela, d'une part, sur la base du statut des personnalités choisies pour siéger au sein de cet important organe du système institutionnel de notre pays et d'autre part, sur la forme du décret relatif à leur nomination. En ce qui concerne le choix des personnalités, conformément à l'article 153 de la Constitution du 11 juin 1991, le Conseil constitutionnel comprend les anciens chefs de l'État du Burkina Faso, 3 magistrats nommés par le président du Faso sur proposition du ministre de la Justice, 3 personnalités nommées par le président du Faso, dont au moins un juriste, 3 personnalités nommées par le président de l'Assemblée nationale, dont au moins un juriste, 3 personnalités nommées par le président du Sénat, dont au moins un juriste. Ces dispositions sont reprises dans la loi organique numéro 11/2000 AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédures applicables devant lui. Article 2. L'article 6 de cette loi dispose que les fonctions de membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec la qualité de membre de gouvernement, l'exercice de toute fonction élective, de tout emploi public ou privé, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale ou d'administration de société. C'est en référence à ces dispositions que Mme Aridjata Dakouré Séré, M. Bourema Sissé et M. Anatole Kendrebeogo, retraités, ont été nommés en remplacement de Mme Elisabeth Youni, M. Jean-Baptiste Ilboudo, retraité, dont les mandats prennent fin, et M. Salif Nebié, décédé. Le Conseil constitutionnel est souvent qualifié de Conseil des sages, tant les personnalités qui ont la charge de veiller au contrôle de la constitutionnalité des actes importants qui régulent la vie institutionnelle doivent être libérées de toute activité professionnelle contraignante, incarner la sagesse, la maturité, le respect que complète à l'évidence une bonne dose de connaissance de la règle juridique et du fonctionnement des institutions de l'État. Le fait, par exemple, que les anciens chefs de l'État, par ailleurs tous retraités, y soient admis d'office n'est pas une chose anodine.
L'exercice de la fonction présidentielle fait d'eux des experts aguerris sur toutes les questions qui pourraient relever de la compétence du Conseil constitutionnel. Nulle part il n'est précisé que la retraite de la fonction publique exclut d'être membre du Conseil constitutionnel, tout comme aucune disposition constitutionnelle ou législative relative à la composition du Conseil constitutionnel n'exige la présence d'universitaires, de professeurs d'université ou de personnes non admises à la retraite dans la composition de l'organe constitutionnel. C'est dire que le pouvoir discrétionnaire du président du FASO, de celui du président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence du Conseil national de la transition CNT, ou de celui du ministre de la Justice, en matière de choix des membres du Conseil constitutionnel ne saurait souffrir dans les termes actuels de notre constitution de directives subjectives et non fondées. Ou alors, il faudra attendre la relecture des dispositions constitutionnelles et de la loi organique pour en décider autrement. En conclusion, aucun vice de fond ne peut être relevé dans le décret portant nomination des membres du Conseil constitutionnel du 25 mars 2015. En ce qui concerne la forme du décret, le membre du Conseil constitutionnel dont la nomination relève de la compétence du président du CNT l'a été par décision autonome du dit président, décision numéro 045 CNT presse du 10/02/2015. Par conséquent, et dans la mesure où le décret numéro 2015-291 presse trans PM du 25 mars 2015 portant nomination de membres du Conseil constitutionnel n'est pas rentré en vigueur du fait de sa publication au journal officiel du FASO, des décrets rectificatifs sans contreseing du président du FASO, du Premier ministre seront pris qui ne concerne que les seuls membres dont les nominations relèvent des prérogatives exclusives du président du FASO. C'est donc une mise au point du cabinet du président du FASO. Voilà, on s'arrête là pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à toutes.